Serge Mestre est traducteur et écrivain, et que tout dans son œuvre de traducteur, dans son travail de traducteur, on lui doit quand même la découverte importante de Manuel Rivas, par exemple. Il a aussi traduit Samprun, il a traduit Josep Pla, il a traduit García Lorca, les petits écrivains, Louis Liac. Donc tout dans ton travail de traducteur renvoie à cette période qui nous réunit, celle de la guerre civile et de ses suites, mais on peut dire aussi que tout dans ton œuvre littéraire, si on laisse de côté les 3 ou 4 premiers, je ne sais plus, qui étaient parus... oui, 4. Allez, 4. Qui étaient parus chez Flammarion, dans la collection de textes, qui étaient des recherches formelles très intéressantes d'ailleurs. Oui. Je me souviens t'avoir interrogé pour 4 cahiers sur la mort de Lila. Oui. Tu as été mon premier critique littéraire, mon premier article. Bon, ça va. C'était en quelle année? 1980. Voilà. C'est agréable. Et ensuite, à partir de 84, à partir des plages du silence, tout aussi, dans ton œuvre littéraire, renvoie à cette période de la guerre civile. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qui s'est joué, qui s'impose de cette manière dans ton travail? C'est-à-dire, oui, effectivement, j'ai commencé mon travail d'écrivain en travaillant sur ce qu'on appelait à l'époque de la littérature, comment dire, de recherche. Oui, expérimentale, comme on disait à l'époque. Et donc, j'ai publié effectivement plusieurs livres, dont j'en parlais avec Alphonse Cervera tout à l'heure, il a l'air d'avoir le même parcours que moi par rapport à la littérature, dont je ne comprends pas toujours ce que j'ai écrit encore aujourd'hui. Il a encore un petit peu de temps pour voilà, lire. Hein. Puisqu'il s'agissait effectivement d'une littérature où on essayait de gommer tout ce qui était, comment dire, histoire, thématique, enfin, etc. Et travailler surtout sur la langue. Voilà, donc c'était plus une forme, un travail plus poétique, je dirais, certaines... qu'un travail de narration, qu'un vrai travail de narration. Simplement, il y a eu un événement dans ma vie qui fait que j'ai changé complètement de cap, qui est la mort de mon père en 1984. Et là, je me suis aperçu que je ne savais rien de mon père, finalement. Enfin, je savais bien sûr qu'il avait combattu à la guerre d'Espagne. Je voyais qu'il avait combattu de façon sévère, puisqu'il lui manquait une jambe qu'il avait perdue à la guerre d'Espagne. Il parlait plus ou moins d'Argelès-sur-Mer, où il avait été dans le camp. Mais moi, je continuais à écrire toujours mes textes expérimentaux, etc., jusqu'à ce que quelqu'un me dise, mais enfin... Tout ce que tu es en train de faire là, c'est éviter de parler de ton père et de ce qui t'intéresse le plus. Tu nous parles toujours de ça, mais tu ne l'écris jamais. Voilà. Et c'est là que quand mon père est mort, je me suis aperçu que tout ce qu'il me restait de lui, c'était des silences et des choses que je ne connaissais pas et que j'avais raté finalement. Mon père est mort très jeune, très jeune. Il avait 63 ans, c'est quand même pas très, très vieux pour mourir. Et moi, je n'avais que des bribes d'histoire là-dedans. Et donc, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher et j'ai commencé à écrire sur ce camp d'Argelès dont il parlait beaucoup. Et ça a donné le titre qui est Les plages du silence, qui sont à la fois les plages du camp d'Argelès, parce qu'en 80, on ne parlait pas beaucoup des camps du Roussillon en France, il ne faut pas croire, c'est assez récent, on en parlait, mais pas comme on en parle aujourd'hui. Et c'est un titre, et c'est aussi les plages du silence, aussi, c'est les plages de silence, je dirais, de mon père, qu'il fallait combler les trous de l'histoire. Hein. Alors, tu as enquêté de quelle manière? Parce que là, c'était lui refaire une vie, quoi, d'une certaine manière, avec ce livre. Comment est-ce que tu l'as reconstitué? J'avais de petites bribes. Et alors, pour reprendre un thème qu'on a pris ce matin, peut-être, et répondre un peu à côté, mais en même temps, c'est pas si à côté que ça. Ce matin, on parlait du rapport de l'histoire et de la littérature. Et c'est là que je me suis aperçu que moi, je ne pouvais pas parler de ça
puisque moi je n'avais pas vécu, mon père l'avait vécu, j'avais besoin des historiens. Et c'est quelque chose de fondamental pour moi, on en a beaucoup parlé ce matin, je pense qu'on ne pourrait pas faire de littérature sans historiens. Et il n'y a pas de débat à avoir par rapport à ça. Les historiens, ce sont les scientifiques, je dirais, entre guillemets, même si on a dit ce matin que ce n'était pas vraiment une science exacte, elle n'est pas si fausse que ça, en tout cas elle est juste. Et sans les historiens, je ne pouvais pas reconstruire la vie de mon père. Par exemple, je savais qu'il avait perdu la jambe à Porto Cristo, il disait toujours. Il me disait toujours, un jour tu m'amèneras à Porto Cristo, il me disait. Mais rien dans les livres que j'avais ne parlait de ces combats aux îles Baléares en Espagne. Donc il a bien fallu que je me documente par des livres qui étaient écrits, très difficiles à trouver. C'était des livres qui étaient écrits en catalan, notamment. J'ai un peu oublié les références, j'aurais dû les amener, je les ai chez moi, où j'ai retrouvé cette histoire de la tentative de reconquête des îles Baléares par les républicains de Barcelone après avoir fusillé Goded, qui avait tenté de prendre Barcelone en 1936, immédiatement après le coup d'État. Qui lui est un ami de Franco, qui est aux Baléares. Absolument. Et qui fait un débarquement pour essayer de prendre Barcelone. Oui, d'abord les îles Baléares sont franquistes immédiatement, puisque de toute façon le gouvernement républicain, qui n'était pas naïf, avait mis les généraux qui risquaient de créer des troubles assez loin dans les îles. Franco était aux îles Canaries, Goded était aux Baléares, etc. Ils étaient tous un peu dispatchés comme ça. Et donc après avoir pris les îles Baléares, Goded a pensé qu'il allait prendre Barcelone très vite. Bon, mal lui en a pris, puisque il a été fait prisonnier. Et là, il y a une contre-offensive à laquelle participe-t-on? Et là, il y a une contre-offensive, c'est ce que je découvre par les historiens, une fois de plus, une contre-offensive qui fait qu'un capitaine engage de jeunes recrues, puisque mon père avait 17 ans à cette époque-là, avec des barcasses, les envoyer aux îles Baléares, et c'est là qu'aux îles Baléares, c'est un des premiers bombardements des divisions étrangères, puisqu'il a été blessé par une bombe italienne aux îles Baléares. Voilà un peu comment... C'était le début de la mondialisation. C'était le début de la mondialisation. Tragique. Absolument. Ouais. Donc ton père, il est membre du POUM. Oui. En 2 mots, le POUM. C'est sérieux. Le POUM, oui. C'est très compliqué à expliquer ce qu'est le POUM, parce que, disons, grosso modo, ils sont marxistes. On dit souvent qu'ils sont trotskistes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est une scission de vrais mouvements trotskistes, etc. Bon, disons qu'ils sont internationalistes et qu'ils sont plutôt autogestionnaires par rapport à la ligne communiste traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont assez proches des anarchistes. Ils sont beaucoup plus proches des anarchistes. Chez moi, je rencontrais, quand mon père recevait ses amis, c'était le dimanche en général, je rencontrais des anarchistes catalans et pas de communistes, effectivement. Alors ce livre, Les plages du silence, qui a été, je le signale, réédité en 2013 chez Sabine Vespicer, qui est désormais ton éditeur. Ce livre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que tu dis qu'il t'a complètement vidé, et qu'en gros, c'est pas qu'il t'a barré les chemins de la littérature, mais pendant plusieurs années, il t'a empêché d'écrire, et c'est par la traduction que tu es revenu à la... Oui, ça a été très difficile. Ça a été très difficile d'écrire ce livre, d'abord. Il y a eu beaucoup d'interventions de mon premier éditeur, qui s'appelle Christian Thorel, dans l'écriture de ce livre. Je vois qui c'est. Voilà. Il y a eu beaucoup d'interventions parce qu'il m'a beaucoup aidé à élaguer les choses. Enfin bon, c'est très compliqué d'écrire après la mort de quelqu'un qu'on a aimé, ce qui est le cas pour mon père, en tout cas de ma part. Et quand j'ai terminé de l'écrire, j'étais franchement vidé au point que je n'arrivais plus, j'arrivais plus à écrire.
Et la solution que j'ai trouvée quand même pour rester dans les lettres, parce que quand on écrit finalement, ça manque si on n'écrit pas. Voilà, j'ai commencé à traduire. Et non seulement j'ai commencé à traduire, mais j'ai traduit pendant 15 ans sans écrire un mot. Voilà. Enfin, voilà, sans écrire un mot. Parce que tu dis aussi que c'est une école d'écriture, la traduction. Oui, je pense que moi qui sortais d'un travail très intellectuel sur la littérature d'avant-garde, enfin, etc., le fait de me mettre dans les pas des écrivains, mais pas de n'importe quel écrivain, puisque c'était des écrivains espagnols, et notamment qui parlent très bien de la guerre d'Espagne. Je pense à Manuel Rivas et au Crayon de Charpentier, là, par exemple. C'est quelque chose qui m'a entretenu. Bon, ça a duré 15 ans jusqu'à ce qu'une éditrice qui n'est plus dans l'édition, qui s'appelle Sylvie Gillet, je ne sais pas si vous la croisez quelquefois, me dise non, là, je ne te donne plus de traduction. Maintenant, j'ai lu dans un livre, alors c'était, je crois, les livres de Midi-Pyrénées, où on parlait des gens qui avaient parlé des camps, et j'étais cité comme personne ayant écrit Les plages du silence, m'a dit, écoute, je te donne pas de traduction, tu vas me donner un synopsis, une vingtaine de pages, et si ça m'intéresse, je te fais un contrat tout de suite, et je te donne, elle m'a donné de l'argent avant que je commence à écrire. Et c'est là que j'ai écrit La lumière et l'oubli. Voilà, sur les adoptions illégales des enfants en Espagne, et sur le médecin chef des armées et psychiatre Vallejo Nájera, qui s'était mis en tête de retirer le germe du marxisme des enfants des Rouges. Voilà. C'est un projet. Donc tous ces livres, ceux que tu écris désormais, après il y a le livre sur Lorca, le dernier, c'est sur un autre personnage, on va y revenir. Tous ces livres, au fond, ils rendent hommage à la mémoire des vaincus. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé depuis 2 jours, dont on va continuer à parler. C'est un enjeu éminemment politique, évidemment. Oui, c'est... comment dire, après avoir publié ce livre, La lumière et l'oubli, et dans des débats, pas dans des débats comme ici, parce qu'ici, les gens qui sont dans cette salle sont très au courant de ce qui s'est passé en Espagne, mais j'allais dans des endroits où les gens n'étaient pas aussi avertis que le public qu'on a ici. Je me suis aperçu que les gens ne savaient pas ce qu'était la République espagnole, en gros. Hein. C'était comme si Franco avait été élu. Par parenthèse, c'est le seul dictateur européen qui n'est pas arrivé par les urnes, qui a fait un vrai coup d'État. Tous les autres ont été élus, que ce soit Hitler, que ce soit Mussolini. Je me suis aperçu que les gens ne comprenaient pas ce qui s'était passé, mélanger guerre d'Espagne, révolution, coup d'État, enfin, etc. Et j'ai voulu ramener un petit peu, expliquer qu'en Espagne, il y avait... C'est simple, hein, mon projet. En Espagne, il y avait une république élue de façon absolument légale. Ensuite, il y a eu un coup d'État, c'est Franco, qui dure jusqu'en 1975. Et après Franco, il n'y a pas de république, toujours aujourd'hui d'ailleurs, peut-être on en parlera. Mais donc j'ai voulu montrer comment... j'ai voulu parler de cette république espagnole, et j'ai pris un personnage qui me semblait emblématique de la montée de la république espagnole, Lorca. Ça peut paraître bizarre, donc, qui était un poète que j'admirais, un poète très, très, très avant-gardiste pour son époque. D'ailleurs, mon livre commence avec Lorca à New York en train de découvrir le jazz. Et donc, j'ai pu décrire toute cette montée, mais en même temps, ça me donnait l'occasion de parler de cette fosse où se trouve Lorca, où se trouve l'instituteur qui est avec lui, qui est unijambiste, aussi, rien à voir avec mon père, mais c'est comme ça, et voilà, et où se trouvent deux banderilleros qui en même temps étaient des enfants, comment dire, des ouvriers agricoles, voilà, tout ce qui met en jeu l'Espagne est dans cette fosse, et tout ce
contre quoi le fascisme lutte en premier, c'est-à-dire l'intellectuel avec Lorca, les ouvriers de base, et en même temps celui qui transmet tout ça, l'instituteur, sont dans cette fosse. C'était pour moi une façon en même temps d'expliquer la République, de tenter de réouvrir cette fosse que personne ne veut ouvrir, dont on ne sait même pas où elle se trouve aujourd'hui. C'est voilà. Le principal. Alors, sur cet hommage à la mémoire des vaincus, sur ce travail littéraire et, je ne sais pas s'il faut dire historique, en tous les cas, ce travail littéraire inscrit dans une histoire particulière, il y a quelque chose d'intriguant, c'est que tu dis aussi l'homme n'apprend pas de son histoire. C'est malheureusement, on peut rajouter, parce que c'est la répétition des guerres, la répétition des malheurs, des exploitations. Donc, de manière un peu provocatrice, à quoi bon écrire si l'homme n'apprend pas de son histoire? C'est parce qu'on ne sait jamais. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Et en même temps, je reprends un peu... Le débat de ce matin était très intéressant. Franchement, je sautillais sur ma chaise, j'avais envie d'intervenir tout le temps. Et on a évoqué ça ce matin en disant, entre l'histoire et l'écriture de mémorielle, d'accord, j'ai pas l'impression de faire que de l'écriture mémorielle, moi. Les historiens, je les remets à leur place, je les remets à leur place en les saluant, je veux dire. Hein. Sans eux, je pourrais pas écrire ce que j'écris là. Hein. Je pourrais peut-être refaire de la littérature d'avant-garde, mais pas ça. Et il y a entre les historiens, ce n'est pas de l'écriture vraiment mémorielle, ce que je fais, même si je parle de l'Espagne, même si je prends des positions assez solides, c'est aussi ce n'est pas qu'une écriture de témoignage, c'est aussi une écriture qui se passe dans le présent, même si moi je l'écris par rapport au passé, je l'écris dans le présent. Et ma seule espérance, c'est qu'en lisant mes livres, on puisse essayer de pointer des choses qui se passent aujourd'hui dans le présent. Je viens de lire un philosophe qui s'appelle Michael Fouessel, qui m'a beaucoup intéressé par rapport à ce qu'il n'appelle pas, il ne dit pas que l'histoire se répète, mais par rapport à la récidive. Et il y a aujourd'hui, il me semble, dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai écrit « Regardez » en ouvrant l'Espagne sur l'Europe, avec un personnage qui traverse tout ça depuis les années 30, il y a risque de récidive, je dirais. Et ce qui m'intéresse, c'est de le pointer. C'est pas de le dire, c'est de le démontrer justement par le fait que la mémoire, c'est important, mais le fait de replacer ce passé dans le présent, c'est aussi important. Et en tout cas, ça peut nous permettre de faire des liens qui peuvent nous permettre, dans le présent, de ne pas faire n'importe quoi. Alors, on va en venir à ce dernier roman, qui est paru au mois de février dernier, chez Sabine Vespicer, qui s'appelle « Regardez ». Alors, regardez quoi? Regardez, c'est un roman, effectivement, que je consacrais à une femme photographe que j'ai découvert en travaillant sur Lorca, d'ailleurs, je l'ai découverte, parce que je savais que dans la valise mexicaine, ce qu'on appelle la valise mexicaine, c'est-à-dire les négatifs que Capa avait confiés. L'histoire est assez longue de la valise mexicaine. L'éditeur français est dans la salle, donc si vous voulez des précisions, voilà. on vous le présentera. Mais oui, nous avons discuté ensemble. Mais donc dans cette valise mexicaine, il y a les négatifs de 3 photographes, surtout de 3 photographes. Chim, qui est son surnom, qui est David Seymour, qui est le fondateur de l'agence Magnum avec Capa. Il y a des négatifs de Capa, de la guerre d'Espagne aussi, des combats de la guerre d'Espagne. Et il y a des négatifs d'une femme qui s'appelle Gerda Taro, dont on dit toujours qu'elle a été la compagne de Robert Capa. Mais c'était une grande féministe dans les années 30 et elle n'a pas été que la compagne de Robert Capa. Et c'est ça qui m'a... un des intérêts du livre, c'est que ça, c'est clair. Voilà, donc...
Je me suis perdu un petit peu. Alors regardez, parce que c'est le mot, regardez, le choix de alors, ce mot. Donc, bon, je suis allé voir donc, cette exposition sur la valise mexicaine, ce que j'ai expliqué à l'éditeur d'ailleurs de la valise mexicaine qui est dans la salle. En 2013 à Paris, c'était au musée d'art et d'histoire du judaïsme, je crois qu'il s'intitule exactement comme ça. Et j'ai vu effectivement les 3 portraits de Lorca. Ça m'a assez fasciné parce que c'est probablement les 3 derniers portraits qu'on ait pris de Lorca. Il était à Madrid juste avant de repartir chez ses parents à Grenade. Et après, je pense qu'on n'a plus de photos. Et donc, j'ai découvert cette photographe. Et bon, lorsqu'il s'agit un titre, c'est compliqué en général. Même, je devrais dire que c'est pas. Je ne sais pas si je peux donner le secret de ce titre parce qu'il y a un secret sous ce titre. Tu peux ne pas le donner. Mais sortir un voilà, joker. on a beaucoup tourné avec Sabine Vespizer. Les éditeurs en général interviennent sur les titres des livres. Hein. Il y en a même qui imposent les titres des livres. Le titre que j'avais trouvé était pas mal, mais il n'était pas aussi bien que celui-là. C'est une photographe, c'est regarder. Donc, c'est un photographe, ça c'est regarder. Mais c'est en même temps, qu'est-ce qu'on regarde? C'est la façon de regarder. Bon, tout ça était intéressant. En fait, voilà. Moi, j'avais pris comme titre Ton regard. Voilà. Vous voyez comme c'est moins bien hein, que l'éditeur était. Et mon éditrice est allée a dîné avec Christian Torel. Je vais tout vous donner, dîner avec Christian Torel. Parce que comme on est en terre de Christian Torel, presque un peu, j'ai le droit de le dire, dîner avec Christian Torel et Sabine et chez Henri Cos, des éditions de Minuit. Et pour ceux qui connaissent Henri Cos, quand Sabine Vespizer a dit « Ah, j'ai le dernier manuscrit de Maistre ». Et Cos a demandé « Comment ça s'appelle ?»« Ton regard ». Henri Cos a dit « Très mauvais titre ». Là, c'était cuit, alors, hein, parce que si... Et il a rajouté « Regardez ». Voilà. Ah oui. Voilà. Et donc, après, quand Sabine m'a rappelé, j'ai dit « Bon, je m'incline ». Voilà, donc l'histoire du livre. Mais l'histoire du titre, que je trouve ceci très très bon. Je ne l'aurais jamais trouvé tout seul. Comme quoi, les éditeurs, c'est pas des imprimeurs, c'est des éditeurs. Hein. C'est des gens qui font travailler. Et j'ai de la chance, un petit hommage à mon éditrice au passage, j'ai de la chance d'être dans cette maison d'édition où ce qui importe le plus, finalement, c'est le dialogue entre l'éditeur et l'écrivain, mais aussi entre un écrivain, entre nous, on se connaît. C'est une maison très conviviale et très, très, très intéressante. Alors, le livre commence par une scène qui est extrêmement violente et l'écriture de cette scène aussi est violente. Qu'est-ce qui se passe? Cette jeune femme qui est interrogée par la police politique. Oui, alors c'est une jeune femme polonaise qui s'appelle... Elle n'est pas encore du tout photographe. Elle n'est pas encore du tout photographe. Elle ne s'appelle pas encore en garde à Taron. Non, elle est en 1933. Donc elle est née en 1910. Elle a 23 ans. Et c'est très compliqué, elle est née dans ce qu'on appelle un territoire qu'on appelle la Galicie, qui a été balancé entre l'Autriche et l'Allemagne. Enfin, je ne vais pas rentrer dans c'est très compliqué. Ouais. Elle est arrêtée par la police politique hitlérienne en 1933 parce que ses frères, qui eux sont au Parti communiste allemand, ont distribué des tracts dans la rue. On ne trouve pas le frère, on prend la sœur, hein, c'est un peu comme ça. Et donc elle est interrogée par la police. Mais elle aussi est militante. Allemande. Elle aussi est militante, mais à sa manière. Les années 30, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, parce que dans mes précédents livres, je ne l'ai pas dit, mais j'ai essayé de redonner aux femmes le rôle qu'elles ont vraiment eu en Espagne, parce que les femmes ont un rôle primordial en Espagne, on en discutait tout à l'heure. Elles avaient le droit de vote déjà dès 1931, hein, je veux dire, si on compare avec... avant, je ne sais plus exactement à quelle époque, mais elles avaient le droit, avant 1936, en tout cas, je crois que c'est en 1934, elles avaient le droit de divorce par consentement mutuel, c'est pas rien, hein.
Et 3 mois, je crois, c'est 3 mois avant le coup d'État de Franco, Federica Montseny, qui était la ministre de la Santé de la République, fait voter l'avortement, l'IVG en Espagne, en 1936, il faut quand même le voir. Et donc, le rôle des femmes en Espagne m'a toujours intéressé. Il traverse mes livres, d'ailleurs, tous les autres livres, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça traverse. Et là, je trouvais carrément la personne, la féministe des années 30, le féminisme dans les années 30, c'est quelque chose qu'on connaît peu, mais que les femmes connaissent, mais c'est quelque chose de très important. C'est une période, comment dire, où le féminisme est très accru. Il n'y a pas que Gerda Taro. D'ailleurs, il y avait, j'oublie son prénom, la petite Scholl allemande qui a été résistante aussi. Enfin, bon. Et donc, c'est surtout une femme libre, non? La définition la plus simple et la plus juste, c'est ça. Oui, c'est une femme libre, oui, qui disait on peut être amoureux de plusieurs hommes à la fois, enfin de 2 hommes à la fois, elle disait. Moi, j'ai mis plusieurs, mais parce qu'on s'aperçoit que c'est plusieurs après. Mais, et donc, je me suis perdu un peu dans ta question, là. Mais non, on est au début du livre, donc il y a cette jeune femme qui est malmenée par la... Voilà, tu me demandais si elle était communiste. Oui, elle avait des idées communistes, mais non, elle n'était pas communiste, parce que pour elle, le Parti communiste était un parti d'hommes, et il n'était pas question d'adhérer à un parti d'hommes où les femmes, pensait-elle, n'avaient pas le rôle qu'elles devaient avoir dans un parti politique. Et elle a toujours maintenu ça jusqu'au bout. C'est vrai qu'à la fin, les communistes l'ont récupéré dans leur parti, mais elle n'a jamais été, entre guillemets, encartée comme son amie Ruth Serf, qui elle, effectivement, était au Parti communiste. Parce que quand elle va, c'est à Leipzig qu'elle va, et qu'elle porte des paquets de tracts, c'est quand même un acte militant, surtout dans la période, surtout en sortant de prison, comme elle venait de faire et tout, c'est un engagement. Oui, elle va à Leipzig, elle porte un paquet de tracts, elle y va surtout pour dire au revoir, parce qu'elle a compris, ce sont les premiers actes antisémites, elle est juive aussi, je ne l'ai pas dit, c'est très important. Elle est juive aussi, c'est les premières actions antisémites. Ses parents, qui avaient un magasin, se retrouvent la vitrine taguée à l'époque, et elle comprend très vite, elle s'est fait arrêter une fois, que ce ne sera pas qu'une fois, et qu'elle va recommencer, et elle décide d'émigrer tout de suite dès 1933. Donc, ses parents ont été obligés d'aller à Leipzig, effectivement. Donc elle va dire au revoir à ses amis, et elle rentre en France. Elle arrive en 1933 à Paris. Elle arrive en 1933 à Paris. Elle a eu la chance de connaître le français parce que sa tante, qui était assez riche, lui a payé une école en Suisse où on parlait le français. Je le signale parce que c'est important pour la suite pour elle. Et donc à Paris, elle arrive à Paris avec son amie Ruth, qui arrive un peu après, enfin disons avec son amie Ruth, et tous ces émigrés, c'est-à-dire que tous les intellectuels allemands, hongrois, etc., se trouvaient déjà à Paris. Et il y a un café. Il y a un café qui n'existe plus à Paris. Il y a un fast-food, tu dis, à la place. Oui, il y a un fast-food. Oui, je crois que c'est pas un McDonald's. C'est au coin de la rue Soufflot et de. Voilà, ça s'appelait le Café Capoulade. Voilà. Capoulade. Qui ressemble beaucoup au Dôme, où il serait réunissaient beaucoup. Et donc, tous ces émigrés allemands se retrouvaient entre le Capoulade et la Coupole ou le Dôme. Ils remontaient Saint-Michel, ils allaient... Et là, elle rencontre un jeune homme qui s'appelle André. Alors là, elle rencontre effectivement beaucoup de monde, je dirais. Elle les rencontre tous, mais notamment un jeune photographe qui vient d'avoir une commande pour une revue qui s'appelle... qui venait d'avoir une... Je ne sais pas exactement si c'était pourvu encore à l'époque. Qui vient d'avoir une commande pour une publicité et qui cherche une blonde. C'était une publicité de savon, si je me souviens bien. Et donc il s'adresse à Ruth,
l'amie de Gerda, puisque Gerda, on dit toujours la petite blonde, mais en fait, elle n'était pas blonde du tout, elle était pas brune non plus. Je crois qu'elle avait les cheveux châtains, voilà, c'est ça. C'est très compliqué, parce que c'est vrai, quand on écrit le roman, par exemple, les historiens ne décrivent jamais les personnages. Ils disent pas s'ils ont les yeux bleus. Alors ça nous pose des problèmes, parce qu'il faut qu'on aille chercher ailleurs. Ils parlent et les photos sont en noir et blanc. Voilà, absolument. Et donc, Ruth trouve que cet homme mal habillé, mal rasé, qui crève la faim, elle en a un peu peur. Donc elle lui dit, tu viendras avec moi, parce que pour la protéger, elles y vont à 2 femmes, quoi. Hein. Et donc, et cet homme-là ne laisse pas du tout insensible Gerda Taro, photographe, ça l'intéresse. Il faut dire qu'elle est intéressée partout, quoi. Hein. Donc elle se met à le fréquenter, elle s'intéresse, comme tu dis, à la photo, c'est-à-dire qu'il lui apprend à faire des tirages, et puis après il lui apprend à photographier parce qu'elle a envie comme ça de tout savoir, et elle commence à apprendre un petit peu ce que c'est que la photographie de reportage. Et il y a, je voudrais que tu lises, s'il te plaît, la page 122, qui parle de photographie. Oui, alors, il faut que j'explique. La première phrase parle de rapprochement. Parce qu'un des premiers trucs que lui apprend André Friedman, qui va s'appeler bientôt Robert Capa, mais pour l'instant, il s'appelle André Friedman, une des premières choses qu'il lui apprend, c'est qu'il faut se rapprocher du sujet. Voilà. Donc, de là à là, s'il vous plaît. D'accord. Et Gerda a senti depuis le premier jour que ce rapprochement n'était pas seulement physique, que rien n'était plus subjectif qu'une photographie, que l'objectivité ne faisait pas partie du monde du photographe, que bien photographier, c'est prendre parti, c'était dire son opinion, et que la photo était une opinion. Voilà, ça c'est quelques phrases très importantes, parce que au fond ça résume tout ce qui va être l'engagement de Capa et de Gerda Taro. C'est pas de la photographie pour simplement décrire, c'est une photographie. Enfin, je veux pas m'engager pour lui, mais ce que tu décris d'elle, elle veut faire des photos qui serviraient au peuple européen à prendre conscience de ce qui se passe et donc à intervenir. Oui, Gerda Taro est très militante. On a dit tout à l'heure qu'effectivement elle n'était pas au Parti communiste, n'empêche qu'elle embrasse toutes ses idées. En tout cas, elle est antifasciste, ça c'est évident. Ouais. Et donc elle est très intéressante par rapport à ça, parce qu'elle comprend très vite qu'en Allemagne ça va tourner très mal, donc elle arrive en France, il n'y a pas qu'elle, mais elle comprend, et très très vite, dès le coup d'État d'Espagne, elle se rend à Barcelone. Et elle comprend qu'il va se passer quelque chose là à Barcelone qui est très important pour l'Europe, je crois. En France, c'est un peu aux États-Unis, quand on parle de la guerre, on ne dit pas la guerre d'Espagne, on n'a pas ce problème. Ils parlent du prélude à la Deuxième Guerre mondiale. Et Gerda Taro, on dirait qu'elle a compris ça tout de suite. Elle est à Barcelone, et elle est à Barcelone à l'endroit où il faut. Elle se rend sur la plage. Elle veut voir les bataillons de femmes s'entraîner. Ouais, c'est le premier reportage. Voilà, on va revenir dessus parce que c'est assez rigolo. Il faut aimer rire. Mais d'abord, ce qu'il y a d'intéressant sur cette question de la photographie de reportage, c'est qu'en fait, et ça c'est très très bien décrit dans le livre, c'est un métier qui s'invente. C'est-à-dire qu'évidemment, la photographie prend une autre dimension. Il y a des magazines qui se créent, qui sont appuyés complètement sur cette idée d'illustration. Il y a des agences qui se montent. C'est vraiment dans ces années-là, et eux, ils participent à ce mouvement-là de création. Oui, ce sont les premiers magazines. Vue et Regard se montent à ce moment-là. D'ailleurs, elle va à Barcelone avec le directeur de Vue, qui s'appelle Lucien Vogel. Et c'est aussi le moment...
les premières photos de Guerdataro sont prises avec un Rolleiflex. Ce sont ces appareils. Oui, il y a aussi, tu as raison, l'invention de ces nouveaux appareils. Et il y a l'invention du Leica, qui sont les premiers appareils très maniables qui permettent de prendre des photos des combats en direct. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. Et Capa, de ce côté-là, Capa immédiatement comprend pas que Capa, Kertész aussi, Chim, enfin les photographes comprennent l'intérêt de ces appareils qui leur permettent d'aller non plus filmer avant, les photos de la guerre étaient souvent des photos posées après le combat ou avant le combat, enfin, etc. Et là, ça leur permet de prendre vraiment des photos pendant le combat. Là, il y a des descriptions que tu fais à bras tendus au-dessus du trou de bombe et tout. Oui. Effectivement, il n'y a que des appareils comme ça qui permettent ça. Quoi. Bon, là, c'est l'écrivain qui intervient, je veux dire. Hein. mais je n'y étais pas. Mais en tout cas, Guerdataro, au dernier bombardement sur Brunete, donc dans la banlieue de Madrid, avant la prise de Madrid, était dans une tranchée avec son appareil photo, effectivement, et ces derniers clichés ont été perdus, malheureusement. Alors, donc, on a compris, ils choisissent l'Espagne comme terrain d'aventure. Capa, lui, il y était l'année précédente, en 1935. Il a ramené 2 reportages très fameux, très beaux aussi, un sur la Semaine Sainte et l'autre sur l'affaire de Séville, la Semaine Sainte à Séville aussi. Et donc, assez naturellement, ils sentent que, comme tu disais tout à l'heure, c'est là que ça va se passer. Et donc, ils partent là-bas. Alors, ils passent des vacances ensemble. Je suis terrorisé par l'idée que tu pourrais dire le truc avant que je te le fasse dire. Bon. Donc, c'est leur arrivée à Barcelone, parce que c'est quand même un bonheur, ça. Donc, ils partent en avion. Et ça te dérange pas? C'est un poil long, mais... Je lis très mal, mais je veux bien lire. C'est ça et ça. Enfin, c'est pas long, ça fait même pas. Tu vois ça et tu t'arrêtes là. D'accord. Ok. Alors... ah oui. D'accord. Au début, on ne comprend pas. On se demande ce qui arrive. L'appareil dérive à toute vitesse dans un monde sans signification. La mer se dissolvant dans le ciel, ou le contraire. Sans nuages ni sol pour repère, le haut ne se démarque plus du bas. On plonge dans un monde sans dimension. Perspective chahutée, horizon perdant sa ligne, impensable d'y déposer ne serait-ce que l'amorce d'un point de fuite. D'ailleurs, il n'est pas d'échappée possible. L'habitacle est étanche. Pas un souffle ne vient rider la surface de la Méditerranée. Dans ces conditions, les bleus se confondent. Celui du ciel devient celui de la mer. C'est partout un étal et pâle à plat. Seuls quelques écarts dans les valeurs forcent le contraste dans cette monochromie du paysage. Il serait utopique de vouloir être plus précis, d'en donner une photographie suffisamment nette. Et puis il y a le son. On a entendu ce tonitruant hurlement tout à l'heure, longtemps après le décollage, lorsque le moteur droit a cessé de rugir. Que se passe-t-il? S'est effrayé l'affréteur. Un raté, monsieur le moteur tribord. Cela se produit quelquefois, grommelle le premier des 2 pilotes, blanc comme un linge, blond comme un ange, arquant les sourcils pour interroger la mine pas fière du second, visage gris-vert, terrorisé, prêt à prendre les commandes si cela tourne au pire. Les mains sont moites, qui manipulent les instruments de navigation. À bord, le son est celui des propulseurs à hélice Pratt & Whitney, équipant le Lockheed Model 10 Electra, qui a fini par reprendre un régime exagéré, qualifié de croisière, en tout cas pas rassurant du tout. Alors, c'est juste avant que l'avion s'écrase. Voilà. Ça se termine pas bien. Ils sont à quelques kilomètres de Barcelone. L'avion s'écrase. Miraculeusement, il n'y a pas de mort. Il y a le patron de vue, là, comment tu l'appelles, Lucien Vogel. Vogel, qui a une double fracture au bras. Mais c'est tout, quoi. Et eux, ils sont récupérés par des soldats qui sont venus quand ils ont vu l'accident. Ils sont récupérés par ces soldats qui les amènent à Barcelone, avec lesquels ils se lient un peu une amitié et qui après vont leur ouvrir des portes pour obtenir des laissez-passer, tout ça. Et donc c'est leur arrivée à Barcelone, c'est quand même, ils ont failli
ils ont failli, ça a failli s'arrêter là, quoi. Oui, absolument. Cet accident d'avion est véridique. Ça, c'est pas du tout le romancier qui invente. Bon, c'était des petits coucous qu'il y avait à l'époque. Ils devaient pas voler très haut, mais en tout cas, ils se sont écrasés et seul Lucien Vogel a eu un bras cassé et les 3 autres passagers sont sortis indemnes de l'appareil et ont été récupérés par un véhicule de la CNT qui passait par là ou qui Alors ils vont à Barcelone. Ça se passait à Mataró, pour ceux qui connaissent, autour de Barcelone. Ils vont à Barcelone, ils restent là, ils s'ennuient un peu, là après ils partent, parce qu'en gros, les militaires républicains veulent bien leur donner des laissez-passer, mais pas pour le front. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est photographier sur le front. Donc ils vont à Huesca, ils vont à Saragosse, à Teruel, à Cordoue, et ils n'arrivent jamais jusqu'au front. Et ils travaillent, c'est-à-dire ils photographient. Tu as parlé tout à l'heure de ce premier reportage qu'elle fait, elle, sur la plage de Barcelone avec des miliciennes qui s'entraînent. Et c'est un moment très, très beau dans ce livre. Mais tous les autres reportages, ils les font ensemble. Et là, j'aimerais bien que tu parles de ça, c'est-à-dire ils ont une espèce d'accord qu'ils ont passé. Ils sont tous les deux côte à côte. Et évidemment, ils ne font pas les mêmes photos, mais à la sortie, c'est des photos qui sont estampillés. Oui, c'est-à-dire qu'ils font quasiment les mêmes photos. Ils sont quand même sur les mêmes fronts. Ils ont le même appareil. Ils ont un Leica chacun. Et donc, effectivement, s'il se passe quelques jours, ils ne peuvent pas très bien savoir de qui est la photo. Donc, effectivement, ils les signent à 2. Mais ils signent Capa Tarot et parfois ils signent que Capa. Ouais. Mais pour ça, il faudrait remonter un peu plus haut, un peu plus au début du livre et expliquer comment s'est passée leur collaboration. C'est que Capa lui trouve, en 1935, Capa lui trouve un travail dans une agence photo qui était l'agence Alliance Photo, qui était menée par une juive aussi, Maria Eisner. Beaucoup de ces intellectuels étaient dans la photographie. Kertész, on a énormément de noms de photographes. Ils étaient amis de Cartier-Bresson. Tous ces gens-là étaient beaucoup dans la photographie. Et donc, Capa lui trouve du travail dans une agence photo pour vendre des photos. C'est d'ailleurs là qu'elle lui invente son nom, parce que les photos de Capa se vendaient très mal. Il était inconnu, il s'appelait Endre Friedman. Lui, il avait compris déjà, il avait transformé, il se faisait appeler André. Il avait traduit son prénom en français. Mais un soir, il faut dire qu'il crevait la faim aussi. Hein. Ils habitaient chez un autre photographe qui s'appelait Fred Stein, qui aussi était un photographe allemand qui a fait beaucoup de photos d'enfants après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle arrive et elle dit, bon, écoute, André Friedman, mon vieux, c'est un nom à coucher dehors, grosso modo. Elle lui dit, moi, je ne peux pas vendre des photos comme ça. À Paris, il n'y a que des Américains qui vendent des photos. Elle lui dit, donc, il faut que tu prennes un pseudonyme, on va te trouver un autre nom. Voilà. On va inventer un photographe américain. Et alors, bon, ils sont là, ils cherchent. Et déjà, elle arrive à en convaincre la patronne de l'agence. Ce qui est quand même... Après, ouais. Parce que là, elle lui dit, bon, américain, ils cherchent, c'était l'époque de Frank Capra. Ouais. Hein, aux États-Unis. Donc, elle dit, bon, on ne peut pas prendre Capra, mais bon, Capra devient Capa. Et puis, elle cherche, il dit, bon, ben, André Capa, c'est pas génial, ce truc non plus, c'est pas américain, vraiment. Donc, voilà, le prénom américain qu'on connaît le plus, c'est Bob, hein, finalement, et donc ça devient Robert Capa. Et c'est elle qui invente Robert Capa. C'est Capa qui travaille, hein, je vais pas enlever, mais c'est elle qui l'invente. Et elle se dit, bon, moi, elle s'appelle Gerta Pouril. Bon, c'était quand même pas un nom génial pour une photographe non plus, estimait-elle. Et donc, c'était à la fois la grande époque de Greta Garbo, et ça devient Gerda Taro, mais en même temps, son premier amant allemand, avec qui elle n'avait pas rompu du tout, ce qui mettait Capa dans des rages folles. Lui, il s'était exilé en Italie, dans la vallée du Taro. Donc, on ne sait pas trop, là. Hein, c'est la biographie. Revenons-en aux signatures, parce qu'il y a un problème, quand même. Oui. C'est l'ensemble de leur travail que lui signe.
Et il y a un problème, c'est pas moi qui l'invente, puisque elle-même, au bout d'un moment, elle supporte Absolument, oui, oui. Alors au début, effectivement, ils font équipe et on signe Kappa Tarot, puis de temps en temps on signe que Kappa. Bon, et ça la met dans des colères pas possibles. Et il y a tout un passage dans le livre où elle dit bon, je suis désolé, mais Kappa c'est pas Tarot. Et bon, moi je voudrais que parce qu'en gros, et là ils se brouillent, ils se quittent pendant 2 mois, pas très longtemps, mais ils se quittent à cause de ça. Parce qu'en gros, elle rentre chez eux un soir, il est dans une rage folle parce qu'ils viennent de découvrir qu'un magazine a publié un de leurs reportages sans le signer. Oui. Et il dit cette photo, ils m'ont volé cette photo, et elle s'aperçoit que cette photo-là, elle est à elle. Oui, donc absolument. Là, ça commence un peu à... Oui, absolument. Et donc, elle se revendique en tant que photographe. Et là, d'ailleurs, ils ne sont pas allés encore en Espagne à ce moment-là. Et donc, elle a sa photo de presse. Et là, juste après, effectivement, à ce moment-là, elle rencontre Aragon qui est en train de créer le journal Ce Soir. Et c'est Aragon d'ailleurs qui l'engagera pour aller en Espagne sur Brunete. Et donc elle revendique sa propriété de photographe. Malheureusement, ce sera après sa mort, les choses vont se distordre un peu de nouveau. Alors, il y a cette idée, donc, justement, de vouloir aller sur le front, de vouloir faire des photos qui servent à mobiliser l'opinion publique européenne. Et elle dit, mais en fait, on fait que des images de défaite, que des gens qui fuient. En gros, on les photographie que de dos, quoi. Et elle a de plus en plus de mal à supporter ça parce qu'elle veut prendre sa part dans la conscientisation du public. Oui. Et elle n'arrive pas à aller sur le front, et à un moment, elle se débrouille. Elle se débrouille parce qu'elle est à Madrid, parce que Kappa n'est pas toujours avec elle, Kappa va ailleurs, Kappa commence à réfléchir aussi qu'il y a un conflit en Chine qui est en train de se créer, et que peut-être il va y aller, et il se demande s'il ne va pas y aller d'ailleurs avec Gerda Taro, et elle est prise... Une grande poétesse espagnole qui était la femme d'Alberti, Maria Teresa León, la prend sous son aile à Paris. Elle a une institution où elle reçoit les photographes et les journalistes étrangers, et elle prend vraiment Gerda sous son aile, et donc à partir de là elle pourra aller en Espagne tant qu'elle voudra. La porte lui est ouverte par Maria Teresa León, qui a joué vraiment un rôle très important, et Alberti aussi après sa mort, puisque ce sont eux, c'est le couple Léon-Alberti qui ramène le corps de Gerda Taro en France, hein. Et je ne sais plus ce que je voulais dire là. Je ne sais plus ce que tu voulais dire. Bon, c'est pas grave. Continuons. Continuons. Non, c'était toujours sur... C'est-à-dire c'est une histoire tellement foisonnante. Elle arrive à aller jusqu'au front. Oui, et là, elle rencontre un jeune journaliste canadien. Poète, voilà, oui, qui a écrit un livre d'ailleurs sur elle, qui n'est pas traduit en français, qui est en anglais. Oui. Comme je ne lis pas l'anglais... Un livre de souvenirs? Un livre où il évoque sa liaison avec elle. Donc un jeune il faut voir qu'ils sont tous jeunes aussi, hein, parce que là on est en train de parler de Kappa. Kappa, elle est née donc en 1910, donc elle a 26 ans, et Kappa a 2 ans de moins qu'elle, donc il a 24 ans, quoi. C'est vraiment des... Voilà. Et elle rencontre un jeune journaliste qui n'est pas insensible à son charme, et ce jeune journaliste, il se trouve qu'il, lui, peut se rendre au front, parce que c'est lui qui transporte les poches de sang. Ce sont les premières transfusions directes qu'on fait. Enfin, il peut se rendre au front pour transporter les poches de sang pour les blessés. Et donc, elle part au front dans l'ambulance. Elle part au front dans l'ambulance de Ted Allen, puisqu'il s'appelle comme ça. Et donc, elle passe... outre les ordres des généraux de l'armée qui ne veulent pas, et en tout cas le dernier jour à Brunete, elle outrepasse les ordres des militaires et se retrouve vraiment avec Ted Allen au front, et ce jour-là,
à Brunete, alors que le front avançait, reculait, avançait, reculait depuis plusieurs jours. Il y a, ce jour-là, il y a une intervention de l'armée allemande. Dont nous parlerons bientôt. Alors là, un tout petit retour en arrière, on est à Cerro Muriano. Donc je vais lire ce que tu écris sur quelque chose que tout le monde connaît et dont je me demandais comment tu allais t'en sortir. Ah oui. Alors, fort bien. Donc voilà. Mais le photographe se dégage et au mépris d'une soudaine salve, prenant Garda de court, pointe son Leica vers les miliciens battant en retraite depuis le sommet de la colline devant eux. Si la photo s'avère mauvaise, c'est de ne pas avoir été prise suffisamment près du sujet, a dit plusieurs fois Robert Capa à Garda-Taro. Les voilà bien servis, qui se retrouvent soudain, tous les deux, au beau milieu de la mitraille, s'abritant derrière un rocher, les camouflant à peine, appareils photo prolongeant leurs bras tendus au-dessus de leur précaire refuge, percevant autour d'eux le sifflement de chaque balle, voyant les miliciens s'abattre dans un bruit sourd de corps fauchés comme gerbes de blé tendre. Hasardeusement terrés, ils évitent les balles. Il est impossible à Capa de voir la légendaire mort d'un soldat républicain frappé en pleine course, ciblé simultanément par l'ennemi qui lui donne la mort et son Leica qui l'immortalise, mimant le mouvement des épis à flanc de colline, semblant tendre son fusil à un camarade derrière lui qui ne vient pas, s'affaissant bien entendu, mais ne renonçant pas pour l'éternité. Tout se fige, la photographie cadrant la chute, restituant le mouvement de la fin, puis le reste est silence. À cet instant, Robert Capa ne sait pas qu'il a pris ce qui deviendra la plus célèbre photographie de la guerre d'Espagne. Lorsque les tirs semblent enfin cesser, il serre Garda dans ses bras. « On a failli ne pas s'en sortir », lui dit-elle en riant aux éclats. Donc c'est la fameuse photo. Et donc toi tu tranches, hein, puisqu'il y a des historiens qui... Oui, il y a c'est bien de choisir. Beaucoup de polémiques sur cette photo. En même temps, on a retrouvé quand même... il semblerait que les négatifs aient été retrouvés et que il y ait... Alors, je ne sais pas, il faudrait que je parle sous le contrôle de l'éditeur de la valise mexicaine, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs négatifs de cette scène, ce qui semblerait dire que effectivement c'est une scène qui n'a pas du tout été montée. Mais bon, Benoît peut-être me dira le contraire, mais voilà. Moi j'ai opté pour le fait qu'elle n'était pas montée, effectivement. Voilà. Alors on va en arriver à la fin de notre rencontre et hélas à la fin de la vie de Garda, puisque la suite de ça, donc, c'est ce que tu racontais sur Brunette et sur le fait qu'elle ait réussi à aller jusqu'au front dans une ambulance là, pour livrer ses poches de sang, avec celui qui est devenu son amant aussi. Ça, quand même, la veille de sa mort, elle fait l'amour avec ce garçon. C'est toi qui c'est le romancier ou ça a été rapporté. C'est vrai. Maintenant, oui, effectivement. Bon, écoute. Et donc, il y a après, j'invente comment ils font l'amour, effectivement. Ça, évidemment, mais... non, mais c'est voilà, c'est quelque chose. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est des gens qui ont 24 ans, qui ont 25 ans, voilà. Et qui ont la vie devant eux. Sauf que là, il y a les attaques de Stuka, il y a une offensive aérienne très, 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 très violente, très forte, que je ne vais pas lire parce que tu le décris très bien et que c'est difficile à lire aussi, quoi. Et en fait, elle tombe de l'ambulance où elle s'accrochait, parce qu'ils ont quitté l'ambulance est remplie de blessés, donc ils s'accrochent sur les marchepieds, et puis là elle tombe, et il y a un char qui recule, qu'il n'a pas vu, et qui l'écrase. C'est une fin terrible. Et c'est la fin du roman. C'est la fin du roman. Et j'ai voulu qu'il soit court, le roman, parce que la vie de Garda était courte, donc je voulais que la forme aussi mime un peu ce qu'a été sa vie. Et il y aurait, je crois, presque un autre roman à faire sur ses funérailles à Paris, qui ont été des funérailles grandioses, avec des milliers et des milliers de personnes. Ils ont traversé tout Paris pour aller
jusqu'au Père Lachaise, avec des personnalités, avec Neruda et Pablo Neruda et Aragon ont prononcé son éloge funèbre. J'ai pris des notes, du coup, là, il y avait Paul Nizan à cet enterrement. Il y avait bien sûr Maria Teresa León et Rafael Alberti étaient venus. Aragon donc raconte son éloge funèbre. Et puis, on commande sur sa tombe, Giacometti fait une sculpture exprès qui se trouve d'un vase et d'un faucon. Le faucon se trouve encore sur sa tombe, mais le vase a été détruit. Il y avait une inscription aussi que les Allemands ont détruit pendant l'occupation de Paris. Et sa tombe elle est au Père Lachaise. Elle est au Père Lachaise. Sa tombe est quand même derrière tous les grands communistes, je dirais, elle est dans le carré des communistes au Père Lachaise, à l'abri, mais tout près du mur des fédérés. Alors ça c'est très intéressant, c'est quand même très bien. Et ce qui est étonnant, c'est que pour voir comment cette femme finalement n'a pas été reconnue, sur sa tombe il y a une erreur, on l'a fait naître en 1911 alors qu'elle est née en 1910. Voilà. Et donc elle meurt le 27 juillet 1937 à Brunete, en Espagne. C'est la moitié de la guerre. C'est la moitié de la guerre. Et elle est née le 1er août 1910 et elle est enterrée le 1er août 1937. Elle est enterrée le jour de l'anniversaire, de son anniversaire de 27 ans. Alors, grâce à ce roman, on retient, je disais tout à l'heure que c'est une femme libre, d'abord. C'est une grande amoureuse, c'est un témoin, quelqu'un qui inlassablement a trouvé ce sens-là à son travail, qui était de faire vivre la juste lutte des républicains, disons. Et ce qu'on retient du livre, c'est que, quoi qu'il en soit, il faut continuer à témoigner. Oui, en fait, oui, et en même temps, c'est plus que ça. Je pense que c'était donner sa place vraiment à ce qu'a été la guerre d'Espagne en Europe. C'est-à-dire que dans ce livre-là, effectivement, je ne parle pas que de l'Espagne, j'ouvre un peu tout ce qui s'est passé en Espagne à ce qui se passait en Europe en même temps. La chute de la République espagnole, elle arrive quelques années juste après la chute de la République de Weimar aussi en Allemagne. Je crois que c'est quand même important de voir quels étaient les mouvements. On a dit que Capa était hongrois, il avait fait de la prison aussi en Hongrie. C'est cette espèce d'ouvrir un petit peu sur tout cet ensemble. Voilà. Et bon, moi, ma modeste, j'en reviens à ce que je disais au début, avec ce rapport entre l'écriture et l'histoire. Voilà, ça me semble, si on a le temps, j'aurais bien aimé vous lire un petit travail que j'ai fait sur ce que je pense, moi, au fond. J'ai essayé de le mettre, parce que vous pouvez constater que je parle très mal de mes livres, de ce que je fais. Mais donc, j'ai essayé de le mettre par écrit pour qu'on comprenne un petit peu vraiment dans quel esprit je travaille. Alors, c'était un texte que j'avais préparé pour une communication et je vous en lis juste la fin. Dans le fond, je voulais expérimenter tout ce que l'écriture peut restituer de vie, de chaleur, de frisson, de désir et de colère chez un personnage pour le ressusciter au-delà des documents eux-mêmes. Je parle des documents historiques. Tout en respectant ces documents, leur indiscutable réalité, je voulais me donner la liberté d'entrer en connivence avec le personnage, de regarder à travers son regard, de toucher à travers la pulpe de ses doigts, de faire mien son entêtement, ses sentiments de souffrance, de joie, de plaisir, son désarroi devant l'inexorable progression du fascisme en Europe durant ces années 30. Cela peut paraître irréaliste, prétentieux et même irrévérencieux, mais je voulais épouser le combat de Gerda Taro à travers l'écriture, car l'écrivain est, me semble-t-il, aussi un combattant, un singulier combattant, avec son code d'honneur, ses cicatrices et surtout sa certitude de
de perdre face à et surtout sa certitude de perdre face à un passé définitivement révolu. À moins qu'il ne soit là pour pointer, peut-être, à la manière du philosophe Michael Fouessel, le risque identifié de récidive dans l'irrationnel espoir de modifier une donne qui de toute façon le dépasse, mais qu'il se fait un devoir de décrire. Voilà. Merci. Merci Serge.